Bonsoir. Euh, Nous avons le plaisir d'avoir une table des auteurs colombiens. Et chose extrêmement rare parce que d'habitude on a toujours des difficultés pour faire venir des auteurs colombiens, notamment quand ils ne sont pas de la région. Je veux présenter chacun des intervenants. Et on commencera par Miriam Montoya. Miriam Montoya, elle est née à Medellín, quoiqu'elle aime dire qu'elle est née à Bello, qui est un quartier qui est devenu partie de la mégalopole de Medellín, ce qu'on appellerait en français les faubourgs en quelque sorte. Et pour se distinguer de tous les gens de Medellín, qui apparemment ils sont très fiers de dire qu'ils sont de Medellín, elle préfère dire qu'elle est de Bello. Et en tout cas, elle est antioqueña, que ce sont les génotypes de personnes qui sont nées dans la région d'Antioquia. Et Bello, apparemment, on l'appelle la Medellín pequeña, la petite Medellín. Elle pourra peut-être nous dire pourquoi. Elle vit en France depuis 1994. Elle est l'auteur de 6 recueils de poésie, dont le premier s'appelle Fugas, qui a publié en traduction française chez l'Harmattan. Et elle vient ici, et d'ailleurs c'est la seule qui vient pour un premier roman, pour La Fuite, qui est son premier roman et qui a été publié par une maison d'édition à Nancy qui s'appelle La Dragonne, et dans une traduction à l'espagnol de Stéphane Chaumet. Donc voilà, ça c'est pour Miriam Montoya. Ensuite, je dois continuer, après avoir fait passer d'abord les dames, et je parlerai de Géraldine à la suite, par l'ordre. Héctor Abad, qui est né à Medellín, et j'espère qu'il sera bien né à Medellín et pas à Jéricho, qu'ils ne fassent pas comme ils font les gens de mon pays, qui sont tous de la Havane, alors que finalement ils sont d'autres provinces. Et il vit à Bogota, par contre. Ah non? Ah, il vit à Medellín, alors je suis désolé, c'est moi qui croyais qu'il était de Bogota, comme presque tout le monde aussi. Et il est traducteur, il est journaliste, il est membre du comité de rédaction du journal El Espectador, et il a une longue carrière derrière lui, puisqu'il a fait des études de lettres à l'université d'Antioquia, et il était le directeur d'une revue à cette université entre 1993 et 1997 qui s'appelait la Revue Universidad de Antioquia. Et je m'efforce à dire Antioquia, dans mon pays on dit Antioquia, mais bon, je ne sais jamais en espagnol comment on dit les choses. Il est auteur de nombreux textes, il a reçu aussi de nombreux prix, dont le prix national de la nouvelle, qui était son premier prix en Colombie en 1981, le prix Simón Bolívar de journalisme et d'opinion en 1998, le prix du meilleur roman étranger en Chine en 2005 pour son roman Angosta, ainsi que le prix de la Maison de l'Amérique latine de Lisbonne 2008-2009 pour son roman El olvido que seremos, également traduit en français. Il a reçu d'autres prix, je ne vais pas vous faire la liste en entier. Il est diplômé de l'université de Turin et il a été traducteur depuis l'italien de Umberto Eco, de Lampedusa et d'Italo Calvino. En 2016, il a été sélectionné comme écrivain en résidence pour le Fonds des lettres du Pays-Bas, une bourse qu'il a reçue l'année dernière. Et parmi ces ouvrages traduits en français, nous avons Angosta, traité culinaire à l'usage des femmes tristes, L'oubli que nous serons, La Secrète, qui est le livre qui nous concerne cet après-midi, ce soir, et Trahison de la mémoire.
Ces trois derniers romans traduits en français, ils ont été traduits par son traducteur qui est ici présent, qui est Albert Bensoussan. Et en parlant de, puisqu'on on a également le luxe d'avoir M. Bensoussan avec nous, il est né en Alger en 1935 et il est écrivain également. Il est poète. Il a été professeur, agrégé d'espagnol, docteur en lettres. Il a fait des romans, des essais, des biographies, mais il est surtout un excellent traducteur. Et il a traduit les plus grands écrivains latino-américains, dont Vargas Llosa, José Donoso, Guillermo Cabrera Infante, Manuel Puig, José Lezama Lima, Eberto Padilla, Juan Carlos Onetti, Miguel de Liva, Fernando Sabater, etc., etc., etc. Et ça vous donne un peu la mesure de l'ampleur du travail de traduction qu'a fait M. Bensoussan. Donc c'est quand même un honneur de l'avoir ici. Et il me semble qu'il habite à Rennes. Là, je ne me suis pas trompé pour le coup. Alors, nous avons également Gabriel, qui est là pour nous aider dans la traduction vers l'espagnol, vers le français. Voilà. Elle va traduire vers le français le propos de Hector Abad, qui est venu de la Colombie exprès pour vous. Les trois romans que nous avons présentés sont de... Pardon. Et alors, il me manquait... En plus que, pour moi, c'est pas qui est le personnage le plus important, mais en plus, il est mon ami. C'est un ami. Et on était ici l'année dernière, à Laval, et en quelque sorte, tout ceci existe grâce à lui. Puisque Andrés Candel est colombien, il habite dans la Loire, dans le très joli village de Montsoro, que tout le monde connaîtra forcément à cause de la dame de Montsoro, plus que du château. Il est né à Medellín en 1976, donc c'est le Benjamin un peu de la troupe. Et quoique les femmes sont toujours le Benjamin. Et comme beaucoup d'Américains, des Sud-Américains, il se considère un footballeur frustré. Il aime bien se définir par le fait qu'il aurait dû être footballeur plutôt qu'écrivain. Mais ne vous inquiétez pas, heureusement, il n'est pas footballeur. Il est journaliste. Il travaille, collabore. Il y a une colonne dans le journal El Tiempo de Medellín. Il a collaboré également pour une grande quantité de revues, dont notamment Soho, une revue qui est fantastique. Et il est enseignant également. Et il est l'auteur de 2 romans. Un premier roman qui s'appelle Cartas desde la zona de distensión, non traduit en français pour l'instant, et Madrid y yo, qui est son dernier roman qui a été publié chez Planète et qui était fort apprécié et même présenté par Fernando Sabater. Il est l'auteur de l'une des nouvelles de l'anthologie Nouvelles de Colombie que nous allons présenter ici. Et il a choisi aussi les auteurs de cette anthologie. Il a proposé, en fait, une liste d'auteurs. Et il a été en quelque sorte l'âme de ce projet. Et j'allais l'oublier, évidemment, parce que puisqu'on y était tout le temps en contact, pour moi, il faisait partie comme moi de la présentation et pas de présenter. Et voilà. Donc, nous avons trois livres, 2 romans et un livre de nouvelles, pour un pays que vous savez qui est un pays qui ne nous laisse pas indifférents, parce que la Colombie est un pays qui a traversé l'histoire contemporaine de l'Amérique en nous interpellant constamment. Et pour ceux qui connaissent le pays, on se dit, quand on voit l'état de la violence qu'il y a eu pendant les 50 dernières années, on se dit toujours quel dommage, parce que c'est un pays admirable, c'est un pays extraordinaire. Donc, en quelque sorte, je veux introduire chacun des auteurs en leur demandant de nous raconter
quelque chose qui est essentiel pour moi, pour un écrivain. Une première question pour les trois, pourquoi ce livre, pourquoi ce roman? Pourquoi vous avez, vous trois, choisi ce sujet pour écrire ce livre que nous présentons ici? Donc, on commence par Myriam. Bonsoir. Voilà, c'est très simple. J'ai toujours écrit de la poésie, mais j'avais sur moi un poids très fort avec cette histoire et je voulais me débarrasser. Voilà, c'était essentiel parce que le processus pour écrire de la poésie, c'est complètement différent du processus pour écrire un roman. Et j'ai dû beaucoup galérer. Voilà. Donc, ce poids, c'était le poids de la violence. J'ai connu dans mon enfance une femme qui a tué son amant. Je l'ai connue et voilà que j'oubliais, mais après, ça revenait toujours. Et dans un moment donné, j'étais avec quelqu'un, j'ai raconté cette histoire. Elle m'a dit, mais tu es folle, tu dois écrire ce roman. Et j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et j'ai commencé à écrire. Et voilà, c'est surtout pour me libérer. C'était une délivrance pour moi de cette violence que je raconte. Héctor. Bonsoir, non. Je suis désolé, je ne parle pas français. Mais la prochaine fois que je viens ici, ou la prochaine vie que j'ai, je parlerai, ok, no sé. Parler futur. Bueno, yo escribí este libro por desesperación. Ah oui, mais il marche pas. Peut-être c'est de ce côté-là. Bueno, no importa. Si quieres sigo. Este. Este. J'ai écrit ce livre par désespoir. Sí, porque yo había terminado un libro que se leyó mucho en Colombia, que se llama El olvido que seremos. Je venais d'écrire un livre qui s'appelle L'oubli que nous serons. Y habían pasado como no sé, como 7 años y no había escrito nada más. Ah, et pendant 7 ans, j'ai rien écrit du tout. Y empecé otra novela, tenía una beca para escribir en Berlín y empecé otra novela que se llamaba Memorias de un amante impotente. Du coup, à Berlin, j'ai commencé à écrire un nouveau roman. Sí. Y un día que fui a la casa de unos amigos, yo siempre escribo a mano, tengo unas libretas que llevo en el bolsillo, y fui a la casa de unos amigos por la noche y tomé mucho trago. Y luego me monté en la bicicleta y se me cayó la libreta con la novela nueva. Et donc, il était chez des amis un soir et bon, ils avaient passé une super bonne soirée. Et il est reparti en vélo et par malchance, les 2 petits livres sur lesquels il écrit de sa main sont tombés. Il les a perdus. Donc, Sí. le prochain roman était perdu. Y bueno, yo tenía todavía por delante varios meses ahí y había una vieja novela rural que yo había desechado, que yo había pensado que no debía publicar nunca porque era una novela Mais il y avait au anacrónica. fond d'un tiroir certainement un vieux roman très rural qui dormait et il pensait en fait ne jamais le publier. Sí, pero entonces dije, tengo que hacer algo y entonces me puse a volverla a escribir, a pasarla en limpio y a cambiar el punto de vista. Mais je me suis dit, ce serait pas mal de le reprendre et de changer de point de vue en reprenant l'histoire. Sí, antes estaba escrita en tercera persona y decidí dividirla en 3 voces. Et donc, j'ai repris cette histoire en changeant le point de vue et en la divisant en 3 parties. Voces. 3 voix, 3 personnages. Sí, sí, 3 que hablan, ajá. Y bueno, entonces la pude terminar y cuando la terminé recibí una llamada por teléfono de un señor que me decía
si se me había perdido una novela. Et donc, quelques temps plus tard, je reçois un coup de fil de la personne qui m'a dit « Mais t'aurais pas perdu un roman ?» Yo dije, sí, ¿cómo sabes? Era un amigo, era un fotógrafo. C'était un ami photographe. Et je lui dis « Ah oui, mais comment tu sais ça ?» Parece que yo había apuntado su nombre y su teléfono en una de las libretas y una familia de Berlín había encontrado. Par chance, il y avait son numéro, il y avait beaucoup de références dans ce petit livre, en fait, à Berlin. Sí, y yo siempre pongo en la primera página que el que la encuentre le voy a dar $100 si se pierde. Donc, il allait avoir une récompense de $100. Pero la encontraron unos mellizos. La encontraron unos mellizos, unos gemelos, 2 niños gemelos, los hijos de esta. Si, des jumeaux. Oui, y entonces tuve que pagar $200. Ah, donc c'est c'est passé à $200. Ça marche? Oui. Bonjour. Et d'abord, je vais commencer par parler sur me retrouver encore quelques années après, ici à Laval. En fait, qu'est-ce qui passe à Laval? Pour moi, ça fait revenir quelques années avant. Effectivement, j'avais trouvé ma femme, on s'est marié, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, on va organiser la vie. Et effectivement, ça a commencé en été. J'habitais pas très loin d'ici, à Château-Gontier. En fait, j'ai travaillé ici à Laval. Et effectivement, il y a quelques collègues à moi. Heureusement, ils sont là aujourd'hui. Et pour moi, me voir aujourd'hui ici, ouf, ça fait du boulot. Oui, ça fait un peu comme ça pour moi parce que c'est effectivement ça me rappelle d'arriver à Paris, me voir à Paris sans l'argent, sans rien, et me dire comment je vais faire. Et après recommencer à faire la vie, programmer la vie, sans rien, seulement avec l'envie d'écrire, de faire des romans, de faire des livres, de devenir après, heureusement, je suis devenu prof à la fac et tout ça. Et il y a autre chose qu'il faut parler à ce moment ici. Je suis prof d'espagnol, mais en même temps, je suis prof de littérature hispanique à la fac. Et j'ai toujours dit à mes élèves, j'ai un accent. Mais je suis le prof d'espagnol, je suis le prof de littérature d'espagnol. Mais maintenant, je ne peux pas dire le même ici avec vous. Mais on va avoir toujours cet accent. En fait, merci beaucoup. Après, on doit parler sur les livres, effectivement, les nouvelles de la Colombie. C'est un livre que ça tombait dans le salon du livre à Paris, justement avec William. William, il m'a dit, je suis en train de te chercher. Et j'ai dit, ben, pourquoi? Parce que je vais te présenter l'éditeur de la maison d'édition et pour toutes les questions, tu vas dire oui. D'accord, ok. Avec les Cubains, c'est comme ça. En fait, dans les prochains couloirs, on a trouvé l'éditeur et William, immédiatement, il a dit, et voilà, l'écrivain colombien qui va choisir les autres écrivains colombiens pour faire les nouvelles, les livres de l'anthologie de la Colombie. Bah, d'accord, oui. Et voilà, c'est comme ça que le livre, et maintenant, il est là. Il est modeste parce que moi, je lui dis, mais tu vas rester parmi les choisis. Parce que ce n'est pas parce que tu choisis que tu vas être exclu. Chose qui me semble logique. Donc, il ne voulait pas y être, je l'obligeais à rester, autrement il ne serait pas là. Et, en fait, je voulais poser une question à Myriam. Je viens justement aujourd'hui de finir son roman. Je l'ai lu dans les trains en venant de Paris. Et c'est un roman qui m'a profondément touché et qu'il faudrait absolument le lire. Les personnages ils sont d'une violence extrême, mais c'est une violence qui, on dirait qu'elle sort de la terre. Pour moi, qui viens d'une île qui apparemment est violente, mais qui ne l'est pas du tout, et ces personnages que Myriam a conçus dans une famille très décossue, et où les propos sont toujours d'une dureté extrême, et m'a laissé vraiment par moments en haleine. Et alors je voulais lui demander à Myriam, est-ce que
as-tu vécu cette violence? Est-ce que cette violence est le fruit d'un héritage qui vient de longtemps? Parce que même dans les comportements de certains enfants, donc il y a un enfant particulièrement, celui qu'on appelle le nègre, il est déjà violent par vocation, par naissance, par génétique, si on ose dire. C'est presque sanguin. Et d'abord, je lui demande, as-tu vécu ça? Et c'était ça l'environnement de ta maison, de ton milieu, de ta famille même, de ton voisinage. Et ensuite, quelle issue pour cette violence? Bon, moi je dirais que la violence, ce n'est pas une qualité de la Colombie. Je pense que la violence, c'est quelque chose qui nous habite tous. Toute l'humanité a été traversée par la violence. Donc voilà, moi, tout d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas penser les choses absolument comme si la Colombie, effectivement, nous sommes en train de vivre une période de violence assez forte, mais moi je dirais que l'héritage, c'est l'héritage de l'humanité. Nous avons les biens et les mal dedans, et nous avons cette violence. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'humanité est traversée par cette violence. Maintenant, pour parler de la violence de la Colombie et de la violence à Bello, que c'est ma ville, je dirais que oui, moi, j'ai eu la conscience en écrivant ce roman que j'ai assisté à la transition d'un pays. Oui. Par exemple, Bello, comme ville n'a que 100 ans. Donc, on est jeune, et voilà. Et tous les gens qui habitent à Bello, c'est des gens qui sont arrivés, c'est des paysans qui sont arrivés en ville pour trouver une meilleure vie. Et voilà, donc je voudrais faire d'apaiser un peu cette idée de violence, mais en disant qu'effectivement, dans mon roman, il y a une grande violence, mais c'est presque viscéral et que, oui, bien sûr, tous les Colombiens et les gens de Bello, nous avons vécu cette violence. Déjà, à Bello, il y avait, pendant les années 80-90, c'était une espèce comment dire, de tanière de sicarios, des hommes qui tuaient pour l'argent. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'une grande violence. Donc, dans mon roman, j'ai voulu aussi parler de comment les femmes subissent et comment elles réagissent devant cette violence, qu'en général, la violence, elle est plus masculine, on peut dire ça. En tout cas, est générée plutôt pour les hommes. Mais voilà que de temps en temps, il y a une femme qui se voit comme un animal et elle réagit à la violence et elle devient très violente. Et voilà. Merci. Alors pour Hector Abad, j'ai également lu son roman La Secrète, qui en espagnol s'appelle L'Occulta. C'est le nom d'une ferme au flanc des montagnes qui entourent la vallée de Cauca, dans la région d'Antioquia, au sud de Medellín. C'est un très beau roman. C'est un roman remarquable avec 3 personnages très touchants, 2 sœurs et un frère qui habite à New York, et une femme qui est assez indépendante, elle s'appelle Eva.
elle n'a pas voulu entrer dans ce qu'on appelle la façon de concevoir la vie traditionnelle pour une famille traditionnelle colombienne. Et puis Pilar, qui est tout à fait une femme aussi remarquable, parce que finalement, c'est elle qui tient la route dans ce roman et qui a quand même choisi le fait de rester traditionnelle, de connaître un seul homme dans sa vie, de ne pas connaître un autre homme que son mari, Alberto. Et c'est un roman remarquable, c'est un roman très esthétique, d'une beauté presque italienne, dans le sens de la Renaissance, ce que j'apprécie énormément, puisque de nos jours, on écrit très mal, grosso modo. Et donc, ça m'a fait beaucoup plaisir de lire un livre achevé et un livre qui est pour moi comme les tableaux de la Renaissance, qu'on n'a jamais fait quelque chose de mieux depuis. Et alors, je voulais, quoi qu'il y a des choses que je n'ai pas aimées, hein, mais je ne vais pas le dire ici. Pour pas qu'il se croie trop important. Et alors, j'ai une question à lui poser à Hector, parce que ce roman, il m'a beaucoup, beaucoup plu. Et parce que, je vous dis pourquoi. Parce que je ne m'attendais pas à quelque chose à la fin. Ce n'est pas un roman où on attend une sortie ou une issue de quelque chose, puisque le conflit, il est là. C'est le conflit de la terre, c'est un conflit ancestral. Et c'est surtout un conflit presque généalogique dont le pays a hérité, et il y a un personnage qui essaye quand même de comprendre ses origines, mais au fond, ce qu'il veut comprendre, c'est pourquoi il est là. Chose qui me semble parfaitement plausible dans l'environnement latino-américain. Et en fin de compte, on n'attend pas une fin, on n'attend pas une issue, on n'attend pas une solution d'un conflit quelconque, puisque la mère est même morte, et on le sait depuis le début du livre. Mais par contre, il nous tient dans cette lecture parce que il nous tient par la parole, par la beauté de la parole. Et parce qu'on arrive quand même à s'approprier de ces personnages-là. On a envie de continuer à vivre avec eux. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à la fin. Autrement, puisqu'il n'y en avait pas d'attente, j'aurais pu lâcher les livres. On n'entend rien d'ici, c'est bon. Mais c'est tellement fastueux dans la façon de le concevoir que c'est ça qui nous permet de continuer à le lire, et parce qu'on a envie de le lire chaque soir et de se sentir en quelque sorte abrigado, on dit en espagnol, abrité par ces personnages. Et je veux lui poser une question parce que j'ai lu une phrase qu'il avait dit concernant son propre livre et puis sa vie aussi. Et il a dit a un journaliste, basta pensar un poco, pensar es imaginar, para darse cuenta de que la vida que tenemos es una entre muchas posibles. Il suffit de penser un peu, et penser c'est en quelque sorte imaginer ou avoir de l'imagination, pour nous rendre compte que la vie que nous avons est une parmi beaucoup de possibilités de vie. Et cette phrase m'a parlé d'un homme d'une grande tolérance. Et je ne peux pas éviter de vous poser une question par rapport à votre vie et par rapport à la littérature, au sujet de la mort de votre père assassiné en 1987, et pour lequel vous avez déjà écrit, en quelque sorte, un livre, un roman, qui est un pur exemple du drame qui a vécu ce pays extraordinaire qui est la Colombie, pendant un demi-siècle ou même plus. Ma question a deux angles. La première, avez-vous pardonné? Et la deuxième, est-ce que la littérature a été en quelque sorte un baume, una pomada, vous aidant à penser, cicatrizar les plaies, las plagas, las heridas? Gracias. Bueno, yo creo que puedo contestar a esta pregunta con una historia. Je peux répondre à cette question par une histoire. Un amigo mío francés que se llama Philippe Lançon. Un ami à moi qui s'appelle Philippe Biançon. Él estuvo en La Secrète, él estuvo en La Oculta, cerca de Medellín, visitándome. Il est venu à La Secrète, la maison qu'il possède près de Medellín. Que existe, se llama La Inés, pero La Inés no es un nombre bonito. Elle s'appelle la Inés, mais c'est pas un nom joli, donc elle s'appelle La Secrète. Sí, porque todo lo bueno que hay en el libro es gracias a Albert y todos los errores son culpa mía.
Donc Albert a amélioré beaucoup hein, et toutes les erreurs sont dues à Hector uniquement. Y las cosas bonitas son de Albert. Voilà. El renacimiento es de Albert. Ah, la renaissance du livre, c'est grâce à Albert. Bueno, y cuando Philippe estuvo allá, volvimos y hablamos mucho de la violencia en Colombia. Y hablamos de los peligros de vivir en Colombia, de escribir en Colombia. Quand Philippe est donc venu me voir là-bas, nous avons pu parler beaucoup de la violence en Colombie. Y él me decía, si no fuera tan violento, yo vendría aquí a escribir a La Secrète. Me gustaría, es un sitio perfecto para escribir. C'est vrai que c'est un endroit merveilleux pour écrire, et notamment pour écrire La Y me decía, Secrète. ¿tú no tienes miedo de estar aquí? Il ¿Tú m'a no demandé tienes si j'avais miedo pas de peur vivir d'écrire aquí? là et de vivre là. Y bueno, y unos años después, 2 años después, yo estaba en La Secrète y recibí un mensaje donde me decían, mataron a Philippe Melançon. Et Philippe 2 ans Melançon après, está j'étais à muerto. La Secrète en train d'écrire mon livre et ils ont assassiné Philippe. Él estaba en Charlie Hebdo, él estaba ahí en una reunión hablando con, él trabajaba en Liberación, pero estaba en la reunión de Il Charlie était à la Hebdo. réunion de Charlie Hebdo lorsqu'il y a eu le drame. Y media hora después me llegó el mensaje que decía, no, Philippe no está muerto, Philippe está herido. Et j'ai eu un message ensuite me disant qu'il était seulement blessé et non pas mort dans l'attentat. Yo estuve visitándolo en Les Invalides. J'ai été le voir à l'hôpital des Invalides. Él me contó que había recibido un tiro, varios tiros en la cara Il m'a raconté qu'il avait reçu plusieurs balles au niveau de la joue et du visage y que tenía, bueno, tanta sangre en la cara que él oyó cuando remataban a sus amigos, pero que él se hizo el muerto. Ils ont pensé qu'il était mort en fait tellement il y avait de sang sur son visage. Entonces, bueno, él se salvó porque se hizo el muerto. Entonces, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Philippe siempre sentía miedo por mí y yo decía, Philippe en Francia está completamente seguro. Et en fait, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Il s'inquiétait pour moi en Colombie et en fait, lui, il lui est arrivé ce drame en France. Donc, on ne peut jamais savoir. Entonces, el perdón. Philippe no es una persona que odia a los musulmanes. Philippe n'a pas ce sentiment de haine envers les musulmans. Philippe, yo no le pregunté si les había perdonado. Yo creo que el perdón es una palabra muy católica. Le pardon, c'est un mot très catholique. Je ne lui ai pas demandé à Philippe s'il avait pardonné. Entonces, pues yo tampoco lo veo en esos términos. Lo que puedo decir es que yo no vivo en el rencor, no vivo Moi non plus, je ne peux pas parler en ces termes, mais je ne vis pas dans la rancœur non plus. no vivo en el resentimiento. Non, je n'ai pas de ressentiment, pas de rancœur. Y yo creo que las personas víctimas de la violencia son generalmente, los que han tenido en la familia violencia son las personas que con más fuerza buscan la paz. En fait, les gens qui sont victimes de cette violence ont une force en eux qui les oblige à aller plutôt vers la paix. Lo que menos quiere Philippe es que a alguien que él quiere mucho le pase lo mismo. En fait, Philippe, ce qui lui est arrivé, il veut surtout pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Y yo no quiero que mis hijos vivan el mismo dolor que Et comme moi, yo je viví ne con veux el pas que asesinato de mes mi fils padre. vivent la même chose que moi avec l'assassinat de mon père. Entonces no. Sin venganza, pero sin rencor. Digamos que la única venganza es escribir, y aquí voy a la segunda pregunta. Sin venganza y sin rencor. Sans vengeance et sans rancœur. Pero escribir es una forma de venganza. Mais écrire, c'est une La forme única de vengeance. legítima. La única La seule legítima. vengeance légitime. Y yo escribo eso para que se sepa, y después, cuando ya se sabe, pues me siento más tranquilo. J'ai écrit ce livre pour que ça se sache, et une fois que ça se sait, moi, je me sens mieux. Sí, eso. Merci. Andrés. Alors, Andrés, il écrit la première nouvelle de recueil de nouvelles de Colombie. S'appelle L'Arche de tes misères. Et en quelque sorte, c'est le début d'un projet un peu plus grand et qui est en rapport avec la saga familiale. Et c'est quelque chose aussi qui est en rapport beaucoup avec l'Amérique latine. Et sa nouvelle qui est d'une beauté sublime, ce sont en fait ces grands-parents qui ont une conversation au seuil du ciel.
Il les envoie au paradis, il ne les envoie pas à l'enfer. Et en fait, ils ont une conversation, ils sont en train de jouer un match, une partie ou un match, je ne sais pas comment on dit en français, d'échecs. Une partie d'échecs. Et je ne vais pas vous raconter la fin parce que sinon, on n'a pas de sens. D'abord, il y a une chose, c'est que la nouvelle a été très longtemps méprisée en France, alors que dans la culture anglo-saxonne, la nouvelle est quelque chose de premier ordre. Et la nouvelle, c'est un genre qui est extraordinaire et même bien plus difficile de le concevoir que le roman. Je vous parle en connaissance de cause. Et en tout cas, pour moi, c'est toujours plus difficile d'écrire un cuento, une nouvelle, qu'une novelle, qui m'est plus facile de l'écrire que... Et pour ça, je voulais attirer l'attention sur le fait que nous avons une superbe collection de nouvelles de pays du monde. Donc, cette fois-ci, c'est la Colombie. Il y en a eu également Cuba il n'y a pas longtemps, l'Argentine, il y aura bientôt le Pérou, le Chili, etc. Et dans cette nouvelle particulière d'Andrés, il prépare le terrain pour quelque chose futur qui est un roman. Alors, ma question est, pourquoi cet intérêt pour les origines, pour la saga familiale? Je crois que tu es colombien, mais tes grands-parents sont argentins, il me semble, donc tu es le fruit de plusieurs exodes, de plusieurs émigrations. Et en quelque sorte, je crois que ça te consterne parce qu'en fait, tu as même, toi, quitté la Colombie, tu es arrivé à Paris, et tu as quitté Paris, et tu t'es installé à la Loire. C'est comme une espèce d'exode en permanence qui est peut-être... qui a marqué en fait ta généalogie, On dira. Voilà. Donc je voulais que tu parles de ça, si Alors, possible. effectivement, quand on est dans un pays de l'Amérique latine, quand on était petit, quand on entend parler de les grands-parents, à chaque fois, on parle des histoires de l'Espagne, des histoires de l'Argentine, derrière l'Argentine, l'Espagne, encore plus derrière. On se pose la question, mais on vient d'où? Effectivement, on vient d'où? On est né ici dans l'Amérique latine, mais à la fin, on vient d'où? En fait, on commence, c'est des choses qu'au niveau, comme William il a dit au début, moi, toute ma vie, jusqu'à 18 ans, pour moi, ça a été seulement le football. Pour moi, le plus important, il était le football et rien d'autre. Et en fait, j'ai commencé à faire la recherche après, parce que les premières choses, voir l'histoire de ma mère, une histoire de sa famille. Heureusement, ma mère, il n'est pas là, parce que sinon, il va me couper la tête. Et effectivement, je vois sa famille, mon grand-père, quelqu'un un peu, on dira, très arrogant. Lui, il a toujours dit à ma mère, à ma tante, vous n'aurez pas besoin de travailler. Jamais. Et dans quelques années, la vie, il a fait passe. A changé complètement pour ma mère. Et ma mère, effectivement, à la fin, je viens de faire toutes les choses que ma mère il voulait faire. J'ai fait le journalisme, j'ai fait la littérature, les choses qu'il voulait faire, les choses que mon grand-père, il a toujours dit à ma mère, c'est ça que tu vas faire en Espagne, avec ta famille en Espagne, mais qu'à la fin, il ne pouvait pas. On n'avait plus les moyens. Et en même temps, de l'autre côté, la famille de mon père, une famille qui, au début, complètement très, très, très pauvre, et que sa vie, effectivement, a changé pour eux. Hop, après, là-haut. Quand on voit les choses, effectivement, entre une famille et l'autre famille, et deux personnes qui se trouvent, on dit, il y a quelque chose qui c'est vraiment bizarre. Et après, on regarde plus en arrière et on voit que c'est pareil, toujours les mêmes. On dit, c'est un cycle. Ça, pour moi, c'est une espèce, effectivement, comme Hector il a dit tout à l'heure, c'est une vie, mais parfois, je ne sais pas si on répète la même vie dans d'autres vies, et on le fait souvent. Et effectivement, ça, on dira, pour moi, il y a toujours la question, en train de regarder dans ma famille, les histoires, moi-même, regarder mon histoire avant d'arriver en France, maintenant, ici, surtout à droite, à gauche, au niveau du travail, et on ne s'arrête pas. Et après, effectivement, on dira peut-être les enfants qu'on va voir ici, peut-être ça les arrive d'avoir envie de revenir pour faire les mêmes dans l'Amérique latine, et on va faire toujours la même histoire. Merci. En fait, je voulais poser une question à M. Bensoussan, qui est
comme le traducteur est presque l'auteur de cette beauté, puisque je me permets de le dire, puisque Monsieur Abad m'a autorisé presque de le dire. C'est pas lui, vous savez, je vais vous dire une chose, je n'ai pas lu le roman en espagnol, alors je le lis qu'en français et il me semble que ça coule de source. Comme on dit en français, ça coule de source. Je sais qu'est-ce que c'est les mauvaises traductions. Moi-même, je suis traducteur et je ne suis pas très exemplaire là-dessus, je crois. Alors, peut-être il va falloir lire en espagnol pour voir si c'est vrai que le roman, il est si bien. Et je voulais lui dire, qu'est-ce que ça représentait pour vous, la traduction de La Oculta, qui est son titre en espagnol? Lorsque j'ai commencé à traduire Hector, on m'a demandé de traduire... Oui, parce que celui-là, il marche pas. Il marche pas. On m'a demandé de traduire L'oubli que nous serons, le Olvido que seremos, et j'ai eu un coup de foudre extraordinaire par des choses qui peut-être vont vous passer au-dessus de la tête, vous n'allez peut-être pas les voir. Mais par exemple, dans L'oubli que nous serons, lorsque l'enfant dit « Mon père est parti en voyage, ne changez pas les draps, je vais me coucher dans son lit et rester dans son odeur. » Ces choses-là, il y a très peu d'écrivains qui soient capables de dire ça. Peut-être Proust, des gens comme ça, c'est à cette hauteur-là. Alors on a parlé de la violence. Dans tout ce qu'il a écrit, Hector, il y a toujours d'un côté la violence, mais de l'autre côté, il y a la tendresse, il y a l'amour, il y a l'affection. C'est un homme extrêmement affectif. J'ai la faiblesse de penser que je lui ressemble, que j'ai eu un peu... Mon père aussi, j'ai encore l'odeur de mon père dans mes narines. Je sens l'odeur de mon père. Lui, il a toujours senti l'odeur de son père. Il avait une adoration pour lui. Et cette tendresse-là, il l'a transportée dans tout ce qu'il a écrit. Même dans Trahison de la mémoire, il y a de la tendresse extraordinaire. C'est d'une gentillesse, c'est d'une bonté. Alors, le père représente la bonté absolue. Voilà, c'est ça. Le père, c'est la bonté absolue. La mère, c'est celle qui fait bouillir la marmite. C'est celle qui tient la maison. C'est vraiment... c'est admirable. Et on retrouve ça dans les deux romans, dans les deux grands romans. Alors, dans La Secrète aussi. Le père apparaît. Et puis, la mère, qui apparaît au début. Et il y a cette tendresse extraordinaire qu'on trouve chez les personnages. Alors, dans des choses qui peut-être, là aussi, je vais dire, ce sont des petites choses. Tout à l'heure, on a parlé de Pierre Michon, les vies minuscules, des petites choses, des petits gestes. Pour moi, le sommet de la tendresse dans ce livre sont des choses qui vont peut-être paraître anodines. Mais par exemple, lorsqu'il parle de la relation homosexuelle entre Antonio et son américain, le noir américain, qui est un peintre, il y a cette main du noir qui lui caresse le dos. Cette tendresse de la main de ce type sur le dos de l'autre, pour moi, c'est le sommet du roman. Et ce sommet du roman, on le retrouve dans la dernière scène, lorsque Pilar, c'est celle qui a hérité de la mère du don de garder la maison, de s'occuper du matériel, de se sacrifier. Elle est tout le temps en train de faire des travaux. Ne racontons pas la fin, parce que sinon c'est... Ah non, mais la fin, je ne raconte pas la fin, je raconte le geste de la fin. Il y a simplement deux jambes qui se touchent. Le mari Alberto comme je m'appelle, Alberto, et puis Pilar, ils sont allongés, et la vie est ce qu'elle est, hein, la vie est ce qu'elle est. Et alors, leurs jambes se touchent. Cette tendresse de la peau, c'est le sommet du livre. Comme l'autre, la caresse, c'est ça. Il a le sens du geste qui contient la totalité du monde. Parce que la totalité du monde, tout à l'heure, on a parlé de la Renaissance. Hein, la Renaissance. Le geste le plus tendre de la peinture, eh bien, on le trouve à la chapelle Sixtine. Dieu est le premier homme, Dieu et Adam. Il a tendu sa main, Dieu tend la main, et Adam touche son doigt. C'est ça, c'est la tendresse. Le monde se crée là. Et tu crées ton univers à partir d'un geste de tendresse. Et c'est ça qui m'a personnellement bouleversé. Alors, je dois dire que tout ce que j'ai traduit, je l'ai fait par amour. Ce n'est pas un exercice de style. Ce n'est pas un livre que j'ai traduit avec des dictionnaires. C'est un livre que j'ai traduit avec mon propre sang,
ma propre sève, hein, et mon amour. J'ai fait ça, c'est un acte d'amour. Alors, cet amour est partagé, et d'une façon telle que lorsqu'on se parle, Hector dit que je suis son père, moi je dis qu'il est mon fils. Des fois, il m'appelle tonton aussi, je suis son oncle, il est mon neveu. Et puis alors, c'est mon petit frère et je suis son grand frère, voilà. Et il y a dans notre relation, il y a toujours le lien familial. Et si vous lisez La Secrète, vous verrez que l'essentiel du livre, c'est le lien familial autour de cette maison qui représente quoi? Mais c'est toute l'histoire de la création de la Colombie. Parce que c'est la création d'un monde. Il y a une saga qui fait penser un peu aux grandes sagas western américaines, avec quelqu'un qui dit aux gens, vous allez venir avec moi, je vais vous donner des terres, on va partager la terre, on va vivre ensemble, on va créer un monde de justice, un monde de bonté, et avec une règle que tout le monde accepte. Voilà. Jusqu'au moment où il y a les premiers morts. Et puis ensuite, la violence va venir beaucoup plus tard. Mais il y a un monde idyllique, c'est l'abbaye de Thélème un peu, c'est ce bonheur de la Renaissance, justement. Parce que dans la Renaissance, la Silva, ce qu'on appelait la Silva, c'est ce bois amical. La création est d'abord un acte de bonté, de justice et d'amour. Nous, on a dit liberté, fraternité... comment? Égalité. Oui. Égalité, oui. Oui, j'ai du mal à le dire, vous voyez. C'est parce que c'est le mot qui est le plus mal passé. Égalité, c'est le plus mal passé. Il n'y a pas d'égalité. Est-ce qu'il y a de la liberté? Ben non, il n'y a pas tellement de la liberté, parce qu'on est toujours... On prend la voiture, il faut mettre la ceinture, on est coincé. Et puis, dans les gouvernements successifs, tout ce qu'ils font, c'est d'ajouter des lois de coercition. On n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, on ne peut pas se garer là, on ajoute toujours... Par exemple, la querelle sur le voile. Moi aussi, quand on a eu la première querelle sur le voile, je dis « Oui, mais on invente encore une interdiction. » Bon, il y a un problème, c'est certain. Mais c'est cette manie, tout ça. Alors, chez Hector, son père était un homme admirable, puisqu'il dirigeait les droits de l'homme, et puis c'était un naïf, un homme comme le sont tous les justes et tous les gens pleins de bonté. Et c'est pour ça qu'on l'a assassiné. C'est normal, on assassine toujours les justes, les bons, les gens qui prêchent la bonté, l'entente, l'harmonie, l'amour. Voilà. Hein? Alors, ça s'est passé comme ça. Merci. Et ce roman, ces romans il faudrait lire les deux au moins, l'oubli que nous serons, parce que les deux se complètent parfaitement, sont des romans merveilleux, de tendresse, et il y a un message de bonté. Tout à l'heure, on a parlé de la paix, et c'est vrai, avec Philippe Lançon, quel apologue, cette histoire, quand même, hein, quel apologue. C'est lui qu'on a failli tuer, vous voyez, c'est terrible, alors qu'il avait peur d'aller là-bas. Ah, que faire? Voilà. Merci. Et en fait, je ne sais pas si on est dans le temps. Il y a quelqu'un qui sait ici, puisque on est encore dans le temps. Est-ce qu'on peut poser une question et laisser le micro pour la salle? Je voulais vous poser encore des questions, mais évidemment, on est 4, plus avec une traduction, c'est difficile. Allez, quelqu'un qui voudrait poser une question à un auteur, aux auteurs en général. Si vous n'avez pas de question, moi j'ai encore une autre. Hein. Non, mais honnêtement. Hein. Non, mais c'est vrai. J'ai plusieurs même. Ah. J'entends pas. Ah, je la pose, parfait. Oui, en fait, on est dans l'année France-Colombie. C'était quand même un événement assez remarquable. C'est pour ça qu'au cœur de ce festival, il y a cette table et qu'on a invité des auteurs, enfin que les organisateurs ont invité des auteurs colombiens. Je voulais demander à chacun des auteurs, mais la réponse, il faut qu'il soit rapide quand même. Et qu'est-ce que ça représente, si elle représente quelque chose, la France pour vous? C'est difficile, hein? Vous ne vous attendez pas. No, c'est facile. Mi papá hizo una edición de 15,000 ejemplares de Los Derechos del Hombre. Y bueno, era para regalarla, pero 15,000 eran demasiados y yo no hacía sino encontrarme estos benditos folleticos blancos por todas partes en mi casa. Y eso es Francia para mí, que nunca se les olvide. La France, pour lui, son papa, hein, il était complètement
accro aux droits de l'homme. Et chez lui, il avait des... Il a imprimé 15 000 petits livrets sur les droits de l'homme, voilà, pour les distribuer. Voilà, et donc c'est ça, la France, c'est les droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier. No hay que olvidar. Alors, pour moi, mon ADN du sang, c'est la Colombie. Mes racines, mon ADN sanguin, c'est la Colombie. Mais mon ADN spirituel et mental, c'est la France. Pour moi, c'est très clair depuis les premières minutes à Paris. Depuis que je suis arrivé à Paris, il y a un sentiment que la façon comme on exprime, c'est beaucoup mieux en français qu'en espagnol. Je me suis dit, je suis arrivé chez moi. Et je suis tranquille là. Génial. Et on peut lui demander aussi à Albert Bensoussan, puisqu'Albert Bensoussan, il est né à Alger, je pense que c'est une famille juive d'origine, non? Voilà. Oui, je suis très sensible à ce problème-là et au nomadisme de chacun. Je pense que tout le monde est un peu nomade, mais on l'a oublié, n'est-ce pas? Tout le monde croit qu'on a la terre sous ses pieds, tout ça. Alors on n'emporte pas son pays, comme on dit, à la semelle de ses souliers. Pour moi, la France, c'est la culture. C'est-à-dire que quand je suis allé à l'école, je suis tombé amoureux de la culture française. Et pour moi, le premier poème qui m'a touché, c'est France, mère des arts, des armes et des lois. Tu m'as longtemps nourri du lait de ta mamelle, l'âge comme un agneau que sa nourrice s'appelle. Je nourris de ton sang les antres et les bois. Pour moi, Du Bellay, c'était la merveille. Ensuite, je suis devenu traducteur. Et alors, j'ai lu La défense de la langue française de Du Bellay. Il dit, comment crée-t-on la langue française? Eh bien, on prend du latin, ou une langue ancienne, on la mastique dans sa bouche, et ensuite on la régurgite, et c'est un nouveau mot. Et c'est exactement ce que je fais avec toi. C'est-à-dire, je prends un mot espagnol, et j'essaye de trouver en français quelque chose qui ressemble à ce mot. Je veux te donner la fidélité absolue du mot. Et je suis obsédé par Du Bellay. Et pour moi, la France, c'est la culture. Et donc, dans tout gouvernement français, la première chose que je regarde, c'est la culture. Va-t-on sauver la culture française? C'est absolument essentiel. Sans culture, il n'y a pas de civilisation, il n'y a que la violence. Voilà. Merci. Avant de vous remercier tous et de remercier nos auteurs, je rappelle, puisque les livres sont là et les auteurs sont là aussi pour les dédicacer et pour faire vivre les libraires et toute la machine. Je suis, non, ça je ne l'oublie jamais, en étant auteur, Myriam Montoya, La Fuite, La Dragonne. Hector Abad, chez Gallimard, La Secrète. On a même envie d'appeler déjà La Secrète en espagnol, et pas l'occulte. Et Nouvelles de Colombie, avec un recueil, première nouvelle, Andrés Candela, et d'autres auteurs colombiens, Juan Diego Mejía, Juan Esteban Constain Croce, Mauricio Vargas Linares, Ricardo Silva Romero, Juan Gosaín, chez Magellan, éditeur parisien. Je vous remercie tous et je remercie également les auteurs d'être ici avec nous. Maintenant, ils vont sûrement dédicacer beaucoup de livres.